Hagut Shabbos, Shabbat Shalom, Lechaim Lechaim. Avec l'aide de Dieu, on continue ce soir à raconter l'histoire de la vie de Reb Mendel Futerfas, grand chassid du Rabbi. On a vu la dernière fois comment, en 1945, il y a toute une organisation qui s'est formée, autour de Reb Mendel notamment, pour falsifier des papiers polonais et permettre au plus de juifs possible du RSS de quitter l'URSS pour s'enfuir vers la Pologne, en faisant croire qu'ils étaient polonais, qu'ils étaient venus en URSS pour la guerre et que maintenant ils repartaient chez eux. En réalité, c'était tout un stratagème justement pour permettre au plus de juifs possible de quitter l'oppression communiste à l'époque en URSS. Et donc Reb Mendel, il a commencé en 1945 dans cette organisation-là. Il a fait partir sa femme, ses enfants, sa mère, son frère, toute sa famille avant lui, et lui, il est resté jusqu'au bout pour permettre au plus de juifs possible de quitter l'URSS en allant en Pologne. Le problème, on a vu, c'est qu'en 1947, donc 2 ans après qu'ils aient commencé à faire ce stratagème-là, quand ils étaient eux-mêmes, Reb Mendel et ce groupe-là de chassidim, en train de partir, ils ont été attrapés au dernier moment, et donc Reb Mendel, il a été envoyé au goulag pendant 8 ans. Donc Reb Mendel, il a été arrêté en 1947, il avait à l'époque 40 ans, et il est resté au goulag jusqu'en 1955, donc pendant 8 ans. Il a vécu des choses terribles, comme il raconte lui-même. Il dit « Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai vu au goulag, parce que si je répétais, tu ne me croirais pas, et si tu me croyais, alors tu ne dormirais pas la nuit. » Donc il a vécu des choses terribles, mais d'un autre côté, la force qu'il avait, comme on l'a dit, c'est que chaque histoire, chaque événement qui pouvait même paraître anodin, il arrivait à prendre un enseignement dans Avodat Hashem. Donc ce soir, on va continuer à raconter beaucoup d'histoires de Reb Mendel au goulag, puisqu'en réalité, la majorité du livre dont je me sers comme support, c'est un livre pour raconter les histoires de Reb Mendel au goulag. Et donc ce soir, on va continuer, Mezrat Hashem. Une des choses qu'il dit, c'est que quand il est arrivé au goulag, il a tout de suite vu qu'il y a 2 mitzvot qui allaient être difficiles à tenir. La kashrut, le fait de manger kasher, et le Shabbat. Après, il a dit, bon, la kashrut encore, c'est jouable, parce qu'au pire, tu ne manges pas, ou tu manges juste qui est kasher. C'est vrai que ça va être difficile de travailler les travaux forcés en Sibérie, ce n'était pas une mince affaire, mais bon, encore que personne ne va lui mettre un morceau de non-kasher dans la bouche. Par contre, il a dit le Shabbat, là il y avait vraiment une question qui se posait, parce que si tout le monde travaille Shabbat et qu'il y en a un qui ne travaille pas, c'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son courage à deux mains, il a dit le premier Shabbat, il était au goulag. Quand le commandant il a commencé à répartir les tâches pour chaque prisonnier, il est parti le voir, il a regardé, il lui a dit « Vous pouvez me faire ce que vous voulez, vous pouvez me tuer, vous pouvez me torturer, ce que vous voulez, je ne travaillerai jamais le Shabbat. » Et il a dit, ça s'est vraiment passé comme ça, il n'a jamais travaillé le Shabbat pendant 8 ans au goulag, il a toujours eu son Shabbat, et c'est Yom Tov, il a été complètement intransigeant, et grâce à Dieu, ça a payé. Une autre histoire difficile qu'il raconte là-bas, c'est qu'il a appris la disparition du rabbi précédent quand il était au goulag. On a dit Reb Mendel il est resté au goulag de 1947 à 1955 et le rabbi précédent il y a eu sa Iloula en 1950. Donc en plein milieu des années de goulag de Reb Mendel. Et donc un jour les soldats ils viennent le voir et ils lui font comprendre en rigolant que le rabbi il est mort. Et quelle image ils utilisent pour exprimer ça? Ils disent il y a un animal qui est mort, qui a été mangé par un vautour. Et comme ça, il lui exprime l'idée que de la disparition physique du rabbi précédent. Et lui, il ne réagit pas. Alors qu'est-ce qu'ils lui disent? Les gardes, ils lui disent ah, toi, tu n'es pas un grand chassid. Hein. Tu n'es pas un grand chassid comme Reb Moshe Vyshetsky. Que lui, ce chassid-là, quand on lui a annoncé, il est tombé dans les pommes. Et toi, tu ne bouges pas. Tu n'es pas un vrai chassid. Ils l'ont laissé comme ça. Et lui, il a dit j'ai pas réagi, pas parce que je suis un plus grand chassid ou un moins grand chassid, mais parce que je sentais qu'il y avait eu un problème chez le Rebbe. Et donc, ça ne m'a pas tellement étonné cette nouvelle. Et il a dit aussi, et je savais aussi que le mouvement il allait être entre de bonnes mains pour continuer. Donc, il pensait déjà à notre rabbi, donc au gendre du rabbi précédent, qui allait reprendre sur lui la Nessiout. Et donc, il sentait les choses et en même temps, il avait confiance dans le rabbi pour reprendre la suite de son beau-père. Une autre histoire intéressante qu'il raconte, il dit que au goulag, c'était impossible de s'enfuir.
il y avait énormément de gardes qui montaient la garde, justement, avec des fusils, et ils étaient prêts à tirer sur n'importe quoi qui bouge. Et en plus des gardes, il y avait des chiens complètement affamés et sauvages qui étaient prêts à courir pour attraper ceux qui essayaient de s'enfuir. Et il raconte quand même qu'un jour, il y a quelqu'un qui a fait un plan pour s'enfuir, il a préparé pendant plusieurs semaines, et il a réussi à s'enfuir. Ne me demandez pas comment, mais il a réussi à courir. Les gardes ont essayé de le tuer, ça n'a pas fonctionné. Et donc ils ont envoyé les chiens. Et les chiens commencent à courir derrière ce prisonnier-là, sauf que le prisonnier, il avait prévu le coup. Il avait des morceaux de viande dans la poche. Il lançait la viande. Et donc les chiens, ils ont été perturbés, ils se sont arrêtés, ils ont commencé à manger la viande. Et lui, il a pu ensuite s'enfuir. Quand les gardes ils sont arrivés, parce que les gardes aussi ils couraient derrière le prisonnier, quand les gardes ils sont arrivés au niveau des chiens et qu'ils ont vu que les chiens ils étaient en train de manger la viande, au lieu d'attraper le prisonnier comme c'était leur mission, les gardes ils ont tué les chiens. Une balle dans la tête pour chaque chien. Et ils ont dit, si ces chiens-là ils ne sont pas capables de faire leur mission, ils sont distraits par un petit morceau de viande, alors ils ne méritent pas de vivre. Et donc c'est pour ça qu'on les tue. Rabbi Mendel il a dit, oh, ça c'est un enseignement pour nous. Nous on est quoi? On est des serviteurs d'Hachem. On est en mission pour Hachem. Si on n'est pas capable de faire notre mission et qu'on s'arrête au milieu pour combler des petits désirs matériels, un petit morceau de viande, un petit peu d'argent, un petit peu de ci, un petit peu de ça, alors il faut se poser la question, est-ce qu'on mérite d'être là ou pas? Il faisait le parallèle avec ces chiens-là qui avaient arrêté de courser le prisonnier pour un morceau de viande. Nous, la même chose. Est-ce qu'on est capable de faire notre mission qu'Hachem nous a envoyée dans ce monde pour ça? Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout dans la mission? Ou est-ce qu'en chemin, on risque de s'arrêter parce qu'on a un petit plaisir par-ci par-là qui dérange et qui nous attrape, qui nous empêche de faire la mission? Il raconte une histoire aussi que à l'époque du tsar Nicolas II, les soldats de l'armée du tsar avaient une telle annulation envers le tsar que quand il y avait une rivière et que le tsar sur son cheval devait traverser la rivière et qu'il n'y avait pas de pont, alors qu'est-ce qu'ils faisaient les soldats? Ils se jetaient à l'eau. Chacun se jetait à l'eau, ça faisait une masse humaine, si on peut dire, et donc le cheval de Nicolas II marchait sur les soldats et il traversait le fleuve à pied sec. Et il dit que les soldats qui étaient tout au fond, les soldats qui avaient sauté les premiers dans l'eau, ils ne pensaient même pas à remonter pour respirer, tellement qu'ils étaient annulés au tsar. Même s'ils mouraient, ils s'en fichaient. Ils disaient, j'ai fait la volonté du tsar, et grâce à moi, le tsar, il peut passer à pied sec. Et il dit aussi qu'une fois, il y a eu un garde qui montait la garde devant le palais. Et ce garde-là, à force d'être dehors dans des températures extrêmes, le garde, il est devenu frigorifié. Et donc, ils ont dû le ramener dans le campement pour le réchauffer, pour lui sauver la vie. Et une fois qu'ils lui ont sauvé la vie, qu'il est revenu à lui, le commandant, il a dit, on va le punir celui-là, fouettez-le. Alors pourquoi? Le commandant, il lui a dit, regarde, tu as eu du froid, tu as été frigorifié, ça veut dire que tu n'as pas assez pensé à l'attachement qu'on doit avoir pour le tsar. Parce que si tu avais pensé comme il faut, tu n'aurais jamais laissé la froideur te pénétrer. Tu aurais dû être chaud en repensant au lien que tu as avec le tsar, que tu es un serviteur du tsar. Alors Mendel, bien sûr, il a dit pareil à Hachem. Un juif, en réalité, normalement, il ne doit jamais être froid. Parce que quand on réveille chez nous le lien qu'on a avec Hachem, la chance qu'on a, le mérite qu'on a, ça devrait nous remplir de joie et de chaleur, si bien qu'on ne pourrait jamais être touché par cette froideur-là. Une autre histoire, un Pessah, très difficile pour Rabbi Mendel, puisque d'habitude, il recevait toujours des colis de sa famille, avec notamment, avant les fêtes de Pessah, des matzot. Et un Pessah, pas de colis. Et donc il s'est retrouvé pendant 8 jours à boire de l'eau et à manger du sucre, des carreaux de sucre. Et donc à la fin des 8 jours, bien évidemment, il était très 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 affaibli. Les gardes l'appellent et lui disent, voilà, on a un colis pour toi. Le lendemain de Pessah, la fête est passée. Il lui dit, on a un colis pour toi. Il lui donne le colis et là il voit le colis avec la boîte de matzot. Donc là il a compris déjà qu'ils avaient fait exprès de ne pas lui donner avant Pessah, pour pas qu'il mange. Et donc quand il voit le colis, bien évidemment il n'a pas mangé depuis 8 jours, il se jette sur le colis, il ouvre les matzot et il commence à manger
les matzot. Et quelques minutes après, il s'arrête, il prend le reste des matzot, il le range dans sa poche et il s'en va. Et il dit, j'ai pensé, je ne peux pas manger tout, parce que je vais peut-être en avoir besoin pour l'année prochaine pour Pessah. Donc on voit encore une fois la force intérieure qu'il avait de dire, même s'il n'a pas mangé pendant 8 jours, à peine qu'il a mangé quelques morceaux de matzah, il a réussi à se contenir pour penser que peut-être l'année prochaine, il va en avoir besoin pour pouvoir faire Pessah. Une autre histoire, que une fois, il y a un capitaine d'un bateau qui est arrivé et il avait besoin de travailleurs pour faire une certaine mission qui était de transporter des troncs d'arbres qu'il avait dans son bateau avec une grue, de les déplacer pour les mettre sur la terre ferme. Et donc chacun avait son poste, et comme il était bien antisémite ce capitaine-là, il a mis Reb Mendel au poste le plus difficile. C'était quoi le poste le plus difficile? C'est qu'il fallait être debout, donc sur le bateau, sur la pile de troncs d'arbres, et il fallait diriger la grue à droite, à gauche, devant, derrière, pour que la grue elle attrape bien le tronc, et pour que le tronc puisse être transporté sur la terre ferme. Et donc il raconte que les troncs déjà ils bougeaient parce que c'était pas stable, et en plus la grue non plus elle était un peu imprévisible, donc des fois il était soit expulsé, soit lui-même il était obligé de sauter pour éviter un coup, il était obligé de tomber à l'eau. Et l'eau à l'époque, bien sûr en Sibérie, pas à l'époque mais même aujourd'hui, mais en tout cas l'eau en Sibérie elle est glaciale. Et donc plusieurs fois il tombait dans l'eau, et c'était des amis à lui, des camarades prisonniers qui étaient obligés de sauter pour le ramener, pour le ramener sur la terre ferme. Et à chaque fois, il lui disait, on est désolé pour toi, tu as eu la pire place, tu as eu la place la plus dangereuse, tu peux mourir à chaque instant, tous les jours tu es propulsé dans l'eau. Et lui, il disait, mais je suis très content, parce que grâce à cet antisémite-là, je peux aller au mikvé tous les jours. Je suis très content de tomber dans l'eau. Il voyait ça comme un mikvé. Dernière histoire, c'est que une fois, il parlait avec des co-détenus, et ils lui ont dit, mais comment ça se fait que toi, tu es toujours bessimcha? Toi, tu es toujours joyeux. Alors, comme un bon juif, il leur a retourné la question. Il leur a dit, pourquoi vous êtes triste? Et il y en a un qui lui dit, bah attends, avant j'étais un grand ingénieur, voilà, maintenant je suis prisonnier. Il y en a un qui lui a dit, avant j'étais un grand chanteur, maintenant je suis prisonnier. Il y en a un qui lui a dit, avant j'étais un grand général dans l'armée russe, maintenant je suis prisonnier. Et voilà pourquoi on est triste, parce qu'on était avant des grands personnages, et aujourd'hui on se retrouve dans un trou. Et il lui disait, toi, pourquoi tu es content? Ils lui disent, il leur répond, il leur dit, le problème que vous avez, c'est que vous avez mis toute l'importance des choses dans votre carrière matérielle. Et du coup, comme maintenant vous n'êtes plus en poste, alors vous avez tout perdu. Il a dit, moi j'étais un grand businessman, sauf que ce n'était pas ma vie. Ma vie, c'est d'être un chassid. Et de la même manière qu'avant d'être au goulag, j'étais un chassid, au goulag encore aujourd'hui, je suis un chassid. Donc je suis heureux, parce que ma vraie vie, mon vrai investissement, il est toujours là. Voilà, donc ça c'était quelques histoires de Reb Mendel au goulag. Donc on a dit qu'il est resté 8 ans au goulag. En 1955, il a été libéré, donc à l'âge de 48 ans. Et il est arrivé à Moscou. Il raconte qu'il était encore en habit de prisonnier. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à quelqu'un, un juif, de lui donner beaucoup d'argent. Et comme il était connu, les gens avaient entendu parler bien évidemment de son sacrifice, et c'était quelqu'un de très connu, alors ce juif-là, il n'a pas bronché, il a donné la somme à Reb Mendel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Reb Mendel, tout de suite après, il est parti dans une ville en Ukraine, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a monté une école, un cheder pour les enfants, et il a dit, je savais que dans cette ville-là, il n'y aurait pas d'argent, même si je récoltais, il n'y aurait pas d'argent, alors j'ai demandé à Moscou, où les gens ils sont plus aisés, pour pouvoir faire le cheder. Donc on voit la force qu'il avait, il vient de passer 8 ans au goulag, torturé, affaibli, malade, et la première chose qu'il pense à faire, c'est faire un cheder. Ensuite, il a fait un mikvé. Et donc, pour finir, on raconte que les années qu'il a passées là-bas dans cette ville, il passait la moitié de son temps à étudier, à prier, la moitié de son temps à s'occuper des besoins communautaires. Et il ne voulait pas accepter la tzedaka des gens, donc les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils lui donnaient des petits objets comme ça. Et lui, il les revendait au marché noir. Il avait l'habitude, c'était un grand, comme on l'avait dit précédemment, c'était un grand businessman du marché noir. Et donc il vendait ça, et grâce à ça, il avait sa parnassa. Mais il était très gêné de ça. Il avait un petit cahier où il notait qui lui avait donné quoi, combien il lui devait, en espérant toujours qu'il pourrait lui rembourser. Voilà, les Chaim, Agut Shabbos, et on continuera la semaine prochaine sur la vie de Reb Mendel.